surtout pour parler du secteur qui me préoccupe, celui de la santé. Merci. Ça sera détaillé tout à l'heure avec vous. Hassan Gueye, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir docteur et à nos chers téléspectateurs. La rubrique Vue du Net, c'est avec vous. Aujourd'hui, c'est la question de détailler quoi? Nous parlerons d'insécurité avec ce qui s'est passé à Kaolack avec le meurtre de Mohamed Sissé, un Américain, en tout cas d'origine sénégalaise, qui était de passage à Kaolack avec son père pour une visite, qu'ils ont été attaqués dans leur propre maison. Quand on voit la scène, les images, on se rend compte que c'est un carnage et donc les jeunes ont déploré la situation. Et malheureusement, c'est une situation qui est un peu partout au Sénégal. Au Sénégal, ça sera détaillé tout à l'heure avec vous dans la rubrique Vue du Net Hassan Gueye. Et pour le dossier du jour qui s'intéresse à la création de mouvements, un fait pas nouveau dans les partis politiques au Sénégal, de Senghor à Wade en passant par Diouf, le parti au pouvoir renoue avec les mêmes vises internes avec le cas Moustapha Diakhaté exclu de sa formation politique dont il est membre fondateur. Sur ce, suivant les analyses des spécialistes de la question politique au Sénégal, dont le dossier est réalisé par Safiatou Cissé. Au Sénégal, la création de courants au sein des partis politiques ne date pas d'aujourd'hui. Seulement, ces mouvements continuent de susciter des tensions dans les formations. Le dernier exemple en date est le cas Moustapha Diakhaté, qui en a fait d'ailleurs les frais avec l'annonce de la mise sur pied de son Manko Tahaou Sunyu APR. Pour Mapateba, membre du secrétariat exécutif permanent de la Ligue démocratique, ceci résulte d'une méconnaissance des textes des partis. Ça peut être dû à la méconnaissance des textes de base des partis. Parce que je pense que la moindre des choses, avant de militer dans un parti politique, il faudrait prendre connaissance des textes qui régissent le fonctionnement de ce parti. En l'occurrence, les statuts et les règlements intérieurs, pour voir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas permis dans un parti politique. Si vous connaissez cela, et dès que les questions sont posées dans les partis, et de les discuter dans les instances, et lors des débats, chaque militant est libre d'exprimer ses points de vue, ses positions. Mais une fois la synthèse arrêtée, tout le monde doit se conformer à la décision de la majorité. Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais, lui, emboîte le pas et parle d'intérêt, de circonstances. Ça dépend des formations politiques. Je considère que tout parti politique est une organisation qui dispose de textes et je pense que l'existence de courants dépend selon les textes du parti concerné. Le manque de démocratie interne serait à l'origine de ces remous, dixit le journaliste analyste politique Mam Gongom. Les partis politiques ont toujours existé avec des rébellions en leur sein. Bon, il y a aussi souvent des mouvements qui sont acceptés. Si on parle de l'actualité, au sein même de l'Alliance pour la République, il y a d'autres mouvements qui sont plus ou moins acceptés. Officiellement, il y a des ministres même qui ont créé leur mouvement et qui sont en droite ligne avec peut-être la conduite du parti. C'est pour cela peut-être ils n'ont pas de problème. Si on parle du cas de Moustapha Diakhaté, il n'a pas encore créé un mouvement, mais il a voulu créer un mouvement et il devrait normalement lancer ça ce jeudi. Donc ce qui a posé des problèmes, c'est surtout sa personnalité et sa à critiquer depuis un bon bout de temps les décisions, certaines décisions venant de l'Alliance pour la République. Merci à vous, Safiatou Cissé, pour ce dossier politique. Docteur Ba, l'actualité sanitaire reste dominée, ou bien même c'est trop pharmaceutique ces temps-ci. Pour être beaucoup précis, on va démarrer avec ce projet de loi portant sur la criminalisation du trafic de faux médicaments. Et l'État s'engage avec 7 autres pays africains. Pour vous, la traque est-elle possible ? C'est déjà une très bonne décision de criminaliser justement cette pratique, parce que c'est déjà un acte criminel. Vendre des médicaments dans la rue, c'est vendre de la poison. Falsifier également les médicaments et les mettre à la disposition des patients, c'est également un crime.
donc légiférer sur justement la criminalisation de cette pratique-là n'est que justice. Mais c'est un combat qu'on ne peut pas gagner si véritablement on restait simplement au niveau du Sénégal. C'est un combat qui doit être gagné hors des frontières du Sénégal. Il nous faut une solidarité agissante entre tous les pays africains pour combattre ce fléau, parce que c'est un danger public. En tout cas, 7 pays africains ont uni leurs forces pour combattre ce fléau. 7, c'est un début du commencement, mais il faudrait que l'ensemble des pays d'Afrique, vraiment se scindent les reins, harmonisent les pratiques et combattent justement ce fléau. Mais si on contextualise avec ce qui s'est passé récemment à Sangay pour parler du cas d'Amadou Wuri Diallo, est-ce possible? Condamné pour trafic de faux médicaments, il a interjeté appel, il a été gracié alors que le dossier n'a même pas été vidé. Donc, ouais, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, c'est-à-dire la pratique est répréhensible, condamnable, parce que comme je vous l'avais dit, il s'agit véritablement d'un acte criminel, parce que ça tue. Les médicaments de la rue tuent silencieusement un nombre important, plus que ce que tue le paludisme ou bien le sida, tout confondu. Mais la justice a fini de faire justement ses actions. Le bonhomme est en prison, mais nous, au niveau du secteur de la santé, on ne peut que s'arrêter là. Et maintenant, les actions politiques, les actions judiciaires sont hors du champ d'action justement du personnel de la santé. D'accord. Restons dans ce qui est convenu d'appeler le paradoxe sénégalais, parce qu'on veut criminaliser le trafic de faux médicaments, mais à côté, on sait ce qui se passe à Keur-Serigne, on sait ce qui se passe à Touba, dans certaines localités où on va à l'air libre sans se cacher ces faux médicaments. N'est-ce pas vouloir une chose et le contraire en même temps? Là aussi, il faut surtout incriminer, puisqu'il y a déjà la volonté de l'État. Mais toute volonté maintenant est à matérialiser, à opérationnaliser. Dans tous les cas, le code de l'hygiène le condamne et le punit sévèrement. Le secteur de la santé aussi, dans son ensemble, le condamne. Et sachant que c'est un crime, parce que tu as un nombre incalculable de personnes, c'est l'État qui devait mettre les moyens pour justement traquer ces délinquants-là. Ils sont connus. Ils sont au bout de presque dans les coins de la rue. Ils sont à des endroits, à Grand Yoff, etc. Dans tous les cas, ils sont identifiés et identifiables. Et le combat maintenant devrait être entamé et continué et de la manière la plus efficace pour l'éradication. Mais l'éradication, c'est seulement lorsqu'on aura fini véritablement de coaliser tous les pays autour de ce problème. À Sangay, l'actualité sanitaire, c'est aussi le problème des urgences médicales. Il faut en parler quand même. Les urgences médicales, comme les médicaments de la rue, constituent également un problème. Et je disais tantôt que les urgences sont plus un problème de dispositif que de disposition. Les dispositions, ce sont les actes réglementaires, les actes législatifs, etc., etc., c'est-à-dire les décisions que les autorités prennent. Mais c'est au-delà de tout ça un problème de disposition, c'est-à-dire un problème d'organisation. Organisation interne au sein de l'hôpital, mais également organisation au niveau externe, c'est-à-dire dans le système hospitalier. Nous devons avoir un système cohérent, c'est-à-dire bien organisé, qui permet justement d'assurer ce qu'on appelle les références contre références. C'est un principe, c'est un système. Mais ce principe est quasiment impossible à être réalisé si on voit la carte hospitalière telle qu'elle est définie. Elle devait se présenter sous une forme pyramidale, mais malheureusement, elle se présente sous une forme anachronique. Je dis bien anachronique, parce que quand on parle de pyramide, c'est une base et un sommet. Mais quand nous avons des hôpitaux de niveau 1, dictés par la loi
9808 qui dit que nous devons avoir des hôpitaux de niveau 1 à la base, c'est-à-dire qui épousent les communes, des hôpitaux régionaux qui épousent les circonscriptions régionales, et maintenant des hôpitaux de niveau 3 qui ont une dimension nationale. Mais quand les hôpitaux de dimension nationale sont au nombre de 11 concentrés à Dakar et un seul à l'intérieur de la région encore, qu'un hôpital de niveau 3, c'est un hôpital qui fait 3 missions. La formation, la clinique et la recherche. Donc la présence d'un CHU, la présence d'une université de formation doit être de mise. Mais Touba n'a pas de centre de formation. Donc quelle est la pertinence de cette implantation, de l'implantation de cet hôpital de niveau 3 à Touba? Problème. Les 10 autres hôpitaux de niveau 3 sont tous concentrés à Dakar. Dakar, capitale régionale, ne dispose pas d'un hôpital régional. Donc les 10 autres hôpitaux régionaux, du moins les 15 hôpitaux régionaux, sont dispersés dans 10 régions. 4 autres régions ne disposent pas d'hôpital régional. Nous avons 14 régions administratives, 15 hôpitaux régionaux. Cela veut dire qu'il y a 3 régions qui disposent chacune de 2 hôpitaux. Prenez le cas de Ziguinchor. Les 2 hôpitaux sont distants seulement de moins d'1 kilomètre. À Matam, vous avez l'hôpital de Ourossogui et l'hôpital de Matam. Ourossogui qui n'est même pas un chef-lieu de département. Vous allez également à Saint-Louis, il y a Ndioum et Saint-Louis. Ndioum également qui n'est même pas un chef-lieu de département. Donc ça pose problème. Mais parlons de prise en charge. On va y arriver. Maintenant, les hôpitaux de niveau 1 ont été simplement créés à partir de 2010. Alors que la réforme est intervenue depuis 1998. Et ces hôpitaux de niveau 10, c'était des centres de référence. D'accord. Des centres de santé de référence qui ont été. Et les 5 sont concentrés entre les régions de Dakar et de Thiès. Les 5 autres sont disséminés à travers le pays. D'où maintenant la difficulté de respecter justement ce principe de référence contre référence. Et cela influe négativement sur la prise en charge justement médicale. Tout à fait. Parce que au niveau de l'hôpital, on doit avoir un dispositif tel que il y ait un service d'urgence. C'est ça qu'on appelle le SAU, le service d'accueil et d'urgence. Et là aussi, la mission fondamentale de l'hôpital, c'est quoi? C'est de recevoir les urgences, les blessés et les femmes en couche. Donc tout est urgence. Donc il n'y a que le médecin urgentiste qui reçoit les malades, qui peut faire ce tri et décider des urgences et les hiérarchier par priorité. Non, le ministre de la Santé a pour une nette amélioration. Donc, le circulaire pour demander la prise en charge obligatoire des urgences. Mais à vous entendre, c'est comme si c'était une décision populiste qui n'a qu'une coloration politique, mais qui n'est pas applicable. Plus populiste que réaliste. Et ça n'engage que moi. Et ça, je le dis en toute responsabilité. Tout à fait. Parce que je vous ai dit que les urgences ne sont pas un problème de disposition, mais plutôt un problème de dispositif. Mais si vous prenez des dispositions, alors que les moyens ne sont pas au rendez-vous, alors que l'organisation ne s'y prête pas, mais combien de fois nous avons parlé d'urgence au Sénégal? Depuis Mathusalem, on a toujours parlé d'urgence. Encore que c'est illusoire véritablement de signer une circulaire pour véritablement donner des injonctions ou des instructions. Alors que les conditions ne sont même pas exactement. Il suffit de mettre les conditions et de demander aux praticiens, puisque les praticiens savent exactement ce qui les attend et ce qu'ils doivent faire. Nous avons des médecins très chevronnés, des médecins férus en la matière, et qui véritablement savent ce qui les attend au niveau d'un hôpital. Ça pose la problématique d'une vision, la problématique de la politique sanitaire de ce pays. C'est comme si on n'en avait pas. Exactement, je confirme. Je confirme que le Sénégal ne dispose pas d'une politique de santé, malgré tous les programmes, malgré également tous les documents de gestion et de planification. Je parlais tantôt du PIS.
le plan d'investissement secteur santé, le PNDSS, les PRDSS et les PNDSS. Tout ça, c'est des documents simplement de gestion et de planification. Mais comment vouloir planifier, comment pouvoir gérer si véritablement vous ne disposez pas d'une orientation? C'est exprimé, mais ce n'est pas codifié. Et il faudrait véritablement, dès lors que la santé, c'est un domaine qui est holistique, il est important que l'Assemblée nationale prenne la chose en main et vote véritablement une loi portant politique nationale de santé. Encore que j'ajoute, Hassan, que nous n'avons pas une politique hospitalière au Sénégal. Malgré les réformes de 1998 avec les lois 98-08 et 83-12, les décrets 701, 98-701 et 98-702, malgré tout ça, on ne dispose pas d'un document de politique hospitalière. Pire, on n'a pas un code de santé publique. Nous n'avons pas également le ministère tel qu'il est organisé aujourd'hui, tel qu'il est organisé. C'est un ministère qui n'est pas réglementé. Le dernier décret portant organisation du ministère de la Santé date de 2004 et c'était le ministère de la Santé et de la Prévention. Souvent, les gens se réfèrent au décret portant répartition des services de l'État. Mais on répartit ce qui existe. Et la loi dit, et c'est clair, un ministre qui est nommé, dans les 2 mois qui suivent, doit proposer au président de la République la signature d'un décret portant organisation de ce département ministériel. Mais le ministère de la Santé, depuis 2004, ne dispose pas d'un décret portant organisation. Donc, le dispositif sur lequel le ministère est assis est irrégulier. Et c'est là où je disais, j'ai taquiné un de vos collègues, que le ministère de la Santé est à refonder. Et le système est à repenser. Et il faut surtout humaniser nos hôpitaux. On parle aujourd'hui, docteur, de l'apparition du coronavirus. Est-ce que le service d'urgence sanitaire est capable de prévenir une telle maladie? Je disais tout à l'heure que c'est un problème purement médical. Et que les personnes dédiées à la personne, par exemple, du professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses, un professeur en infectiologie, et le docteur Mamadou Ndiaye, qui est le directeur de la prévention, en ont largement parlé. Et personne d'autre ne peut parler plus qu'eux. Mais cependant, c'est un problème de santé publique. Nous avons un service extrêmement outillé et capable également de faire la riposte, puisque c'est ce service-là qui avait fait face à l'Ebola. Je veux parler du centre des opérations d'urgence sanitaire. Dirigé par le professeur Dirigé par le professeur, justement, par le docteur Bousso. Hassan, le secteur de la santé va mal, à telle enseigne que les syndicalistes marchent même pour réclamer de meilleures conditions de travail. Vous, à votre niveau, comment voyez-vous ce secteur aujourd'hui en tant qu'ancien directeur d'hôpital? Si je devais définir le secteur de la santé, je vais simplement dire que c'est un éléphant au pied d'argile. Sinon, un édifice qui n'a pas de fondement. Parce que sans justement ces actes législatifs, on risque toujours de faire de l'improvisation. Et qui improvise ne sait pas où il va. Et émaillé de scandales en plus. Et tous ces on peut prendre l'exemple des hémodialysés avec les kits. Oui, mais là aussi on peut en parler. Mais c'est toujours dû à ce dysfonctionnement. Quand je vous dis, par exemple, vous voyez la direction de la pharmacie. Vous voyez également la pharmacie nationale d'approvisionnement. Mais c'est des services qui sont en train de déployer énormément d'efforts. Mais il faudrait véritablement un appui considérable de l'État. Mais également, il faudrait avoir une vision dans la chose. Vous parlez par exemple de kits. Vous parlez également de médicaments. La gestion, c'est de la planification. Tout à fait. La planification part des besoins. Donc, il y a l'expression de besoins. Il y a la planification. Et il y a maintenant le déroulement, c'est-à-dire la mise en œuvre. Mais comment voulez-vous mettre en œuvre une chose qui n'a pas été planifiée? Il nous faut aujourd'hui, par exemple, au mois de janvier 2020, savoir
quels seront les besoins de la population, par exemple en mars ou bien en juin 2020, ainsi de suite. Je vous disais tout à l'heure que les hôpitaux disposent d'un budget, mais que ce budget-là est articulé à un projet d'établissement sur 5 ans. Donc, un budget glissant de prévision, d'autorisation, mais qui va jusqu'à 5 ans. Docteur, est-ce qu'on peut parler de la brigade spéciale d'hygiène? Bien sûr. S'il s'agit de cette nouvelle création que le président de la République a annoncée, je considère que c'est extrêmement dangereux parce que nous allons vers une gestion dichotomique d'un secteur stratégique dans le domaine de la santé. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que simplement, voyez-vous, il existe un service national de l'hygiène régi par une loi, c'est la loi 81-12, qui dispose d'un instrument de travail, c'est le code de l'hygiène, c'est la loi 83-71. Et ce code de l'hygiène, en ses articles 20 à 25, dit ceci, et ne parle que d'encombrement et de lavage même de véhicules dans la voie publique. Ça, c'est l'article 20 à l'article 25. D'autres dispositions ont désigné des agents habilités exclusivement à relever des infractions. C'est les agents d'hygiène, c'est les sous-officiers d'hygiène, c'est les techniciens supérieurs du génie sanitaire, c'est les officiers de l'hygiène. Et il est prévu que ces agents doivent être non seulement des assermentés, mais que les amendes vont de 20 000 francs à 2 millions de francs, compte tenu des emprisonnements qui sont prévus de 2 mois à 2 ans. D'accord. N'est-ce pas suffisant pour faire face justement à ce problème d'encombrement? Il suffit simplement de renforcer le personnel. Merci docteur, on aimerait vraiment continuer, mais il y a la rubrique Vue du net qui nous attend. Et Hassan qui me clignote des yeux. Tout de suite, la rubrique Vue du net. L'insécurité à Sénégal, on en parle avec ce qui s'est passé à Kaolack récemment, hier, pour être beaucoup plus précis. Effectivement, des images qui ont choqué les internautes, parce qu'il y a des gens qui ont filmé la maison où ça s'est passé, l'assassinat, disons-le comme ça, de Mohamed Sissé, qui était avec son père, qui sont venus des États-Unis en vacances, mais ils ont été agressés dans leur propre demeure. Donc, ce qui s'est passé a ému les internautes et ça suscite donc colère parce que ce n'est pas la première fois qu'on note des scènes de violence, des scènes d'insécurité au Sénégal. Depuis un certain temps, on note énormément de braquages dans cette zone-là, à Touba, à Kédougou et même à Dakar, les agressions ne manquent pas. Ce qui a poussé les internautes donc à commenter cette information. Donc nous y allons avec le premier qui commente sous couvert de l'anonymat et il écrit que tous ces problèmes de criminalité, de banditisme sont dus en grande partie par le chômage endémique et chronique qui frappe les jeunes avec les autorités incompétentes que nous avons actuellement. Ce phénomène n'est pas encore éradiqué. Un autre qui ajoute à quoi servent nos députés, à part applaudir ou voter des lois dont ils ignorent l'essence au lieu de faire de la sécurité publique une priorité. Poursuivons avec celui qui dit que ce qui me fait le plus mal au Sénégal, c'est que l'insécurité devient galopante, mais jamais le gouvernement ni l'Assemblée n'en parlent sérieusement. C'est comme si on encourageait les malfaiteurs. La politique de l'État du Sénégal encourage la délinquance avec les grâces présidentielles en masse, nous dit un autre internaute. Nous allons terminer avec Cheikh Traoré Sami, qui est le président du mouvement Sénégal Momomom. Il dit qu'il est très choqué, profondément touché et terriblement bouleversé par l'agression mortelle à Kaolack de Mohamed Sissé. Et donc il ajoute que nous sommes dans un pays où, à part le président de la République, sa famille et ses collaborateurs qui sont gardés 24 heures sur 24, personne d'autre n'est en sécurité. Il poursuit des meurtres atroces qu'on ne voyait que dans les films d'horreur en sont maintenant devenus monnaie courante dans notre société.
société. Ils sont les seuls et uniques responsables à chaque fois qu'une personne est tuée. Ce sont ceux qui nous dirigent, selon Cheikh Traoré Sami. Merci à vous, Assane Gueye, pour cette rubrique Vue du Net. Merci également à vous, Dr Ba. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'est à présent terminé l'édition du soir de ce jeudi 23 janvier 2020. Merci à toute l'équipe technique, Mami Kanté, Salubé, Amdi Sidibé, mais également Moussafa Diop pour la réalisation et la coordination de cette émission. Moussafa Diop, d'ailleurs, que vous retrouverez à 21h30 dans votre émission Dîner de Diamono, comme tous les jeudis sur Walf TV, la voix des sans-voix. Bien à vous et très bonne soirée. Faites vos valises, on va à Baltimore.